Bonsoir, oreilles amies. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai trouvée dans un carnet qu'un ami m'avait confié. Bien que racontée à la première personne, pour une fois, cette fabuleuse expérience, je ne l'ai pas vécue. Les mangeurs d'hommes. Aujourd'hui, le ciel est bien dégagé. Depuis mon campement, j'ai une vue bien nette sur l'embouchure de la Rance, le barrage et son usine marémotrice. Cela fait 2 jours que je fais du repérage sur ce site. J'ai maintenant suffisamment d'éléments pour préparer la partie de chasse que mes amis et moi avons prévu de faire dans 3 jours. Ils doivent me rejoindre la veille du jour convenu. Je profite donc de ce temps de repos pour entamer cette chose maintes fois repoussée, le récit de ma vie de chasseur. Pour cela, il m'est nécessaire d'introduire un petit préambule qui explique pourquoi j'en suis venu à consacrer ma vie exclusivement à cette activité. Ne vous est-il jamais arrivé d'être surpris par une ampoule qui claque? Si vous l'avez remarqué, cela se passe la plupart du temps lors des soirées d'hiver. Et vous vous dites « Merde encore, je l'ai changé il n'y a pas longtemps pourtant ». Bon, ça c'était du temps de la vieille technologie des ampoules à filament. Mais il semblerait que le même phénomène n'épargne pas non plus les lampes de nouvelle génération. Donc c'était un soir d'hiver, venteux et pluvieux, semblable à tous les soirs d'hiver venteux et pluvieux, où il m'est arrivé de faire une expérience des plus singulières. Je me trouvais dans la cuisine, il faisait déjà noir dehors, et clac, chose banale en soi, mais si exaspérante, plus de lumière. Étant par chance à ce moment-là non loin de l'ampoule coupable et du tiroir où je rangeais habituellement les ampoules de rechange, je monte à tâtons sur le plan de cuisine qui se trouvait à l'aplomb du plafonnier et m'apprête à l'aveugle, muni d'un torchon, à saisir la défunte source de lumière encore chaude. Sensation étrange. Au lieu du verre de l'ampoule, c'est une matière soyeuse et tiède que rencontre ma main, suivie d'un souffle semblable à un battement d'aile. Je lâchai un juron de surprise avant de me raisonner et de faire porter la responsabilité de cette étrange sensation sur la bouteille de Côte-du-Rhône qui arrivait déjà en fin de vie. Un certain temps passa, lorsque sur le chemin de la bibliothèque, je reconnus la silhouette caractéristique de Cyril. Marchant tête baissée, dreadlock en feu d'artifice, absorbé dans ses pensées. « Hé Cyril !» Il détourna la tête. Nous faisions partie tous les deux d'une association de botanique et de phytosociologie que j'avais quittée il y a peu avant de déménager. Il m'apprit ainsi qu'il avait investi depuis des domaines plus ésotériques du vivant, ce qui ne m'étonna pas beaucoup, connaissant à l'époque son penchant pour le fantastique et le merveilleux. Collaborateur qu'il était d'une revue sur les mythes anciens que ses copains et lui avaient baptisé Yggdrasil. Et donc, la raison m'en échappe, association d'idées peut-être, mais je lui relatai mon expérience insolite de cette bizarre soirée d'hiver. Les yeux brillants et le sourire entendu, il me dit « T'es sur le chemin de la bibliothèque, non? Et si tu as un moment, vas-y. Dans mon souvenir, il y a quelques ouvrages un peu à part dans le rayon botanique, zoologie, qui pourraient t'intéresser. Écoute, fais ta propre investigation et viens me voir si tu veux, je pourrais peut-être t'en dire davantage. » Je sollicitai la vénérable bibliothécaire, incollable sur la littérature médiévale. Son savoir était en revanche plus limité quant à mon domaine de recherche. Le rayon en question dans cette petite bibliothèque de province était peu fourni. Quelques flores régionales, des livres illustrés sur la faune du Haut-Vivarais, sur la Camargue. 3 ouvrages néanmoins paraissaient avoir échoué dans ce rayon un peu par défaut. Je les empruntais tous les 3. La botanique parallèle de Léon Lioni, édité en 1976, est le premier livre que j'ouvris de retour chez moi. Au hasard d'une page, je lus que les plantes parallèles existent dans le contexte d'une réalité qui n'est à coup sûr pas celle de tous les jours. C'est l'évidence même. Quoique de loin leur botanicité apparente puisse nous abuser et nous faire croire qu'elles ont un quelconque rapport avec les caprices de notre flore, nous nous apercevons très vite que les plantes que nous avons en face de nous doivent appartenir à un autre règne.
Seule, dans un vide imaginaire, immobile, impérissable, elle semble défier la tourmente écologique qui les entoure. Et de fait, ce qui me frappe le plus en elle, c'est l'absence d'une substance tangible et familière. Ce manque de matière des plantes parallèles constitue un phénomène bien particulier qui, sans doute, les distingue profondément des plantes qui nous entourent. Au fil des pages, des dessins réalisés au fusain à la mine de plomb présentaient des plantes aux formes insolites, à la croisée du minéral et du végétal, qui ne m'évoquaient absolument rien de familier, rien de comparable à ce que ma modeste expérience de botaniste amateur pouvait connaître. Le second livre, écrit par un auteur islandais du XIXe siècle du nom de Ragnar Lodbrok, avait pour titre « Les êtres cachés ». Sa préface commençait ainsi « Un jour, Dieu vient rendre visite à Adam et Ève, qui lui firent un très bel accueil, lui montrant leurs enfants, et Dieu dit « Est-ce là tous vos enfants ?» « Oui, dit Ève, n'ayant pas souhaité montrer ses autres enfants, car ils n'étaient pas encore lavés. Et Dieu dit « Ce qui m'est caché restera dorénavant caché aux yeux des hommes. » Il s'ensuivit la description d'une sorte de bestiaire, digne de Tolkien, émaillé de photos de pierres runiques antérieures à la période viking, gravées de récits de pêche et de chasse rendus miraculeux grâce au concours d'êtres magiques. Le dernier ouvrage, intitulé « Les secrets de l'histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables de ce monde », était la reproduction d'un recueil illustré du XVe siècle, tiré des écrits d'un certain Solin, à partir de son œuvre principale, Physiologus, datant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Les nombreuses miniatures du peintre Charles d'Angoulême, qui jalonnaient l'ouvrage, représentaient des licornes, des encéphales, des chiens à tête d'éléphant, des grilles et autres monstruosités primitives. Mon Dieu, me dis-je, quel charabia, quel tissu de niaiserie obscurantiste. J'en évoquais tout à la fois les esprits de Darwin, Linné et Buffon, afin que Cyril n'ait pas, comme on dit, vulgairement pété un câble. Je rapportais les livres à la bibliothèque. C'est Cyril qui m'appela. Je m'en souviens encore, un après-midi ensoleillé de fin novembre. « Alors, t'as fait un tour à la Bibole ?» Je lui répondis effectivement. Et aussi que j'avais passé l'âge des contes de fées et que je ne voyais pas vraiment le lien entre ces bouquins et l'événement dont je lui avais fait part. « Ok, Mister Descartes, si tu es libre le 21 décembre prochain, je t'invite à la chasse. »« À la chasse ?» Bien que le sachant un excellent mycologue, je songeais intérieurement qu'il avait dû faire une erreur quelconque dans sa récente cueillette. « T'inquiète pas pour celle-là, me dit-il, pas besoin de cartouches ou de fusil. Et si ça peut te rassurer, je ne suis pas encore pensionnaire de l'hôpital psy. » Un peu intrigué, et ne serait-ce que pour juger de la santé mentale de mon ancien compagnon d'herborisation, je souscris à son invitation. Le jour venu, il m'avait donné rendez-vous au pied d'un de ces grands pylônes électriques dont les gigantesques et caractéristiques tubulures sont peintes de façon alternée en rouge et blanc, de manière à être visibles des avions volant à basse altitude. Je repérais au bord du chemin sa camionnette grise. La ligne à haute tension se perdait peu à peu dans le brouillard naissant venant du fleuve. Au loin, les grands arbres de la rive jouaient le théâtre d'ombre. Au-dessus, dans l'air grisâtre, le grésillement sourd et nerveux des câbles électriques. « Salut, man, t'as chargé ton arbalète ?» me dit-il en faisant un chèque de bienvenue. L'arrière de son combi n'avait rien à envier à la cabine d'un pilotage d'Airbus. Oscilloscope, chromatographe, appareil de mesure divers, tellement bodybuildé qu'il en était de technologie. Tout en les réglant, il me présenta chacun de ses jouets électroniques. Naturellement, la question me brûlait les lèvres. Mais bon sang, qu'est-ce que tu peux bien chasser avec tout ce bazar? Tut, petit limaçon, patience. Et me montrant un cadran digital sur lequel s'affichaient des chiffres en mouvement incessant, il me dit « On attend le top ». Et, sautant du combi, il s'alluma une cigarette. La nuit était maintenant tombée. Le top correspondait au seuil maximal de transport d'énergie envoyé par la centrale nucléaire située à 30 km de là, en amont du fleuve.
quand le bip indiquant le top retentit, il était à peu près 21h30. Le cadran indiquait maintenant un chiffre stable. « Bon, dit-il, c'est maintenant qu'il faut faire gaffe. S'il y en a un qui se pointe, tu verras le chiffre baisser d'une valeur X. Ensuite, ce chiffre va remonter à sa valeur initiale, et puis, à une fréquence régulière, ce chiffre va baisser de la même valeur, puis remonter, puis baisser, remonter, etc. Tu piges ?» J'opinais en pensant, mais c'est quoi ce bordel? Un quoi? Un mammouth ailé? Un Bigfoot acrobate? Il me confia l'observation du radar modifié. Ce radar cartographie le faisceau des lignes de transport d'énergie qui partent de la centrale, et donc, s'il y en a un, je peux savoir sur quelle ligne il est et dans quel sens il va. L'attente commença. Le silence s'installa, les yeux rivés sur les petits écrans fluo qui brillaient dans la pénombre du fourgon. Le thermos faisait son office. Je revissais son bouchon quand soudain... « Eh oh, Cyril, ça baisse, viens voir, dis-je d'une voix étouffée. » Oh, non, à peine 0,2 MW. Non, ça c'est une fausse alerte. Même les petits font beaucoup plus. Le silence reprit son cours. Assis sur ce tabouret de fortune, mon dos commençait à être douloureux et mes yeux me piquaient à force de fixer bêtement ce petit compteur luminescent à des chiffres qui s'obstinait dans sa léthargie. Je pris tout à coup conscience du cocasse de la situation. Deux gars, parfaitement silencieux, assis dos à dos, dans le froid d'un espace de 3 mètres carrés, en pleine nuit, au milieu de nulle part, sous un pylône à haute tension. Il était 23h45 et je n'avais pas mangé ni pensé à emporter un encas. Le café de légionnaire de Cyril dont j'avais abusé commençait à me torturer méchamment. L'image des restes du civet de lièvre de la veille dans mon réfrigérateur, un verre de Château Latour bien chambré. Mais qu'est-ce que je foutais? Et le compteur plombe! Je l'ai sur notre ligne! Nos cris retentirent simultanément. L'affiche du compteur venait de descendre de 3,5 MW. Cyril me montra sur le regard le petit point lumineux qui se déplaçait vers notre position. En 5 bonds, il est sur nous. Préparons-nous. Mais ça, dit-il en me tendant une paire de lunettes du type Ascension de l'Annapurna par la face nord. Il dégrafa le petit rideau isolant qui masquait une des fenêtres latérales du fourgon. La vision, au travers de ces lunettes, était assez étrange. Bien qu'il fasse nuit noire, on percevait nettement l'architecture des 3 premiers pylônes, la prairie plus claire à leurs pieds et surtout les câbles électriques qui semblaient constitués d'une matière argentée parcourue par saccades de stries mauves et bleues. Au loin, un léger halo de lumière. Il n'y avait pas de village dans cette direction. Coup d'œil au compteur, 3,5 MW de moins. Un autre bond. Le halo grandissait. Je le distinguais alors plus nettement. Une bulle de lumière moirée de ton pourpre à une distance approximative de 5 ou 600 mètres, si j'en juge par rapport à la position du fleuve, flottant, indécise dans l'axe supposé de la ligne à haute tension. Le halo venait brusquement de disparaître à ce moment-là. Je peux vous dire que la haute tension était aussi dans la camionnette. Regarde bien, me dit-il. Fixe la ligne au niveau des arbres au bord du fleuve. Et je vis progressivement se dessiner au-dessus des câbles argentés, comme en lévitation, une forme sombre, extrêmement sombre qui glissait. C'est alors que quelques secondes plus tard, à 200 mètres de notre point d'observation, dans un silence de fin d'apocalypse perçait seulement des crépitements de la ligne, j'identifiais maintenant une chose gigantesque, de 30 mètres d'envergure peut-être, semblable à une raie manta munie de tentacules ventrales. Une dizaine de ces tentacules fluides et mouvantes s'enroulaient autour des câbles scintillants. Une, beaucoup plus longue que les autres, lestée d'un appendice, balayait le sol de la prairie en faisant naître à chaque passage une multitude de structures tubulaires, multicolores et dansantes, que l'on aurait pu comparer à des tapis d'anémones de mer dans un aquarium. Oh putain! Génial!
Il fait apparaître des tyrelles, dit Cyril, la gorge nouée d'émotion. Un immense flash de lumière inonda soudain la camionnette. 5, peut-être 10 secondes. Et puis plus rien. Choqué, surébloui, il se passa un certain temps avant que je reprenne la conscience de la réalité de mon environnement. Claquement de la porte arrière du fourgon, Cyril venait de sortir, je le vis se diriger vers la zone où étaient apparus les tyrelles. La prairie, un court instant illuminé, avait repris son aspect gris initial. De retour avec ces échantillons, percevant le trouble dans lequel je me trouvais après cette expérience hors norme, il me proposa de laisser ma voiture ici, de me raccompagner et de me fournir quelques explications sur ce à quoi je venais d'assister. Ce que tu viens de voir est un ghost liner. On les observe plus facilement autour de la période du solstice d'hiver, où ils sont le plus actifs. C'est pourquoi je t'ai invité ce 21 décembre. La chance a été avec nous ce soir. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Animal? Végétal? Minéral? Non, rien de tout ça. C'est là où je te renvoie aux lectures que je t'avais conseillées, aux bestiaires fantasmagoriques qu'elles décrivent, licornes, tyrelles, dragons, trolls, lutins, chiens à tête d'éléphant et j'en passe. Tout cela est à la fois du domaine du réel et de l'imaginaire. Comme tu le sais, notre univers est un. Il se compose de la matière visible des corps célestes que sont les nébuleuses, les galaxies, les étoiles et les planètes. Il se compose aussi à part égale d'une matière noire non visible sans qui son équilibre ne pourrait être. Notre Terre est une, géologiquement et biologiquement, animée de forces mesurables, telluriques, tectoniques, biologiques, qui interagissent et semblent s'équilibrer. À l'image de l'univers, il existe sur Terre d'autres forces non naturellement visibles aujourd'hui, dont le rôle est d'équilibrer les interactions de celles que nous pouvons observer et mesurer grâce à nos instruments. Aux temps anciens, avant l'apparition des premières cités, ces forces étaient familières des premiers hommes. Elles vivaient en accord avec l'humanité naissante et participaient de leur quotidien ordinaire. À partir du néolithique, l'homme s'est mis à représenter, à décrire son environnement par les chants, les récits et l'art rupestre. Ils ont ainsi donné à ces forces immatérielles des visages et des noms, que l'on retrouve dans tous les grands récits que compte l'humanité. Ce sont ni plus ni moins que les dieux et les chimères de nos contes. Aujourd'hui, la voracité de l'homme, aidée et décuplée par ces technologies hyperpuissantes, altère le bon fonctionnement de notre système planétaire. Ainsi, ces forces régulatrices que l'on nomme entre autres trolls, dragons, lutins, kraken, léviathans ou plus récemment yétis ont-elles changé de forme et se sont diversifiées en réponse aux dommages que crée l'industrie de l'homme sur Terre. Par exemple, le Ghost Liner que nous venons de voir. Son espèce est vraisemblablement apparue au début du transport de l'électricité par voie aérienne. De nature purement magnétique, il ponctionne, tel un vampire, l'électricité à haut voltage produite par les centrales et la redonne à la Terre, créant ainsi ces champs de tyrelles. Donc, si tu veux, nous sommes en présence d'une véritable écologie parallèle que l'on commence tout juste à décrypter. J'en reviens à ton événement de l'hiver dernier, ton ampoule grillée. Il s'agissait vraisemblablement d'un gobedouille. Il ponctionne lui aussi de l'énergie, mais en petite quantité, toute petite quantité. Par son froissement d'ailes, il redonne de la pureté à l'air ambiant. Tu as eu vraiment un coup de bol ce jour-là, car il est sacrément difficile à observer. En résumé, ces êtres ou ces entités sont partout où règne l'activité prédatrice de l'homme. Nous sommes maintenant une petite communauté, engrangeant notes, mesures, observations, dans l'espoir un jour d'un témoignage plus large. Nous venions juste d'arriver au portail de mon pavillon. Il était 2 heures du matin, ma tête comme une citrouille d'Halloween, énorme, mais remplie d'une lumière nouvelle. Avant de me quitter, il me lança. Une prochaine chasse est prévue avec les copains. Ils auraient détecté un putain de truc autour de la centrale de Brennilis.
Voilà, le préambule s'achève ainsi. Mais le recueil dont il est tiré contient nombre de ces étranges et fascinantes parties de chasse, matière à compter davantage, si vous le souhaitez, chères oreilles amies.